De retour en direct avec mon invité ce soir, Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM TV. Vous êtes coprésident des Verts au Parlement européen, député depuis 17 ans et vous faites en quelque sorte la une de l'actualité depuis cette proposition que vous avez verbalisée hier. Vous avez invité les candidats à l'élection présidentielle de François Bayrou en passant par Nicolas Sarkozy à se réunir autour d'une table pour tenter de trouver une alternative, de trouver une réponse, une solution à cette crise de la dette, une sorte d'intelligence nationale, hein, c'est comme ça que vous l'appelez, et non pas d'union nationale, et vous êtes très précis sur ce point. Qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez les réunir concrètement? Est-ce que vous avez déjà eu des réponses? Il y a eu une prise de position de François Hollande qui dit si Nicolas Sarkozy organise une telle table ronde, il est évident qu'il ira, et puis de discuter. Mélenchon, comme toujours, il est à côté de la plaque, il dit n'importe quoi, lui, il s'en fout de l'Europe. Non, là, pour moi, les critiques qui sont faites à l'accord Merkozy sont justes, mais de dire qu'on va régler ça dans 6 mois, c'est trop tard. Donc il y a urgence en Europe, et donc il faut renégocier maintenant, puisqu'on est en train de formuler exactement cet accord intergouvernemental, il faut dire pas comme ça. Donc il y a 2 pistes pour moi. Le Parlement européen qui a décidé de mettre sur la table début février par une résolution un projet de sortie de crise qui justement reste dans l'espace démocratique européen et met la stabilité, la solidarité et l'investissement au même plan, ce que aujourd'hui n'a pas été laissé. Et puis, il faudrait que des gouvernements, dont le gouvernement français, parce que Nicolas Sarkozy, encore pour quelques mois, est président de la République, donc c'est à lui de mener, et après, peut-être que François Hollande pourra continuer. Alors effectivement, François Hollande a réagi aujourd'hui depuis Saint-Nazaire, il a dit ok, pourquoi pas, on y va. Jean-Luc Mélenchon a eu des mots beaucoup plus durs, je le cite, hein, il n'y a pas d'arrangement possible, dit-il, avec Nicolas Sarkozy. Quant à vous, Daniel Cohn-Bendit, vous vous égarez, dixit Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Sarkozy, vous l'avez consulté ? Directement ? Non. Je veux dire, chaque chose en son temps. Il faut que cette idée fasse son chemin, mais je compte bien le consulter. Malheureusement, j'avais prévu mon truc, j'avais un rendez-vous avec Juppé demain matin, mais il ne peut pas. Donc voilà, et il faut que ça s'est remis. Mais je compte très bien aussi le proposer directement au gouvernement et à Nicolas Sarkozy, parce que je crois qu'il y a urgence. Et là où Mélenchon se trompe, c'est que les Européens, donc aussi les Français, ont besoin d'une stratégie de sortie de crise maintenant. Alors, et non pas dans 6 mois ou 7 mois. Je comprends. Vous seriez quoi? Vous auriez un rôle à jouer dans cette table ronde? Vous seriez consultant? Vous pourriez être présent? Alors, rêvons un peu, puisqu'on est juste à la veille de Noël. Hein, donc, on peut rêver un peu. Un conte de Noël. Si Nicolas Sarkozy prend l'initiative et il a besoin d'un facilitateur, je suis là pour directement faire le pont entre ce qui est discuté au Parlement européen avec tous les groupes, le groupe conservateur où l'UMP est dedans, les socialistes, les libéraux et les Verts européens sont d'accord pour se mettre ensemble pour formuler un projet de sortie de crise. Et donc, on peut faire la même chose au niveau français et faire que se rejoignent les initiatives. Alors, ça veut dire, Daniel Cohn-Bendit, avec cette proposition que vous formulez aujourd'hui, que le pacte Sarkozy-Merkel d'il y a 10 jours à Bruxelles, d'après vous, il tient pas la route? C'est pas moi qui le dis, ce sont les marchés. C'est un pacte qui est dit pour stabiliser les marchés ne marchent pas. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités concrètement? Concrètement, on ne fera pas... Voilà, concrètement, il faut communautariser une partie de la dette. Les 5 sages, les instituts allemands ont proposé à Merkel un fonds de rédemption où une partie de la dette serait mise dans un fonds spécial qu'on rembourserait sur 20 ans. Il faut de l'investissement avec la taxe sur les transactions financières, avec s'attaquant à l'évasion fiscale, avec la possibilité aussi de mobiliser par exemple d'autres propres ressources. L'Europe aurait entre 80 et 100 milliards par an à investir et relancer les économies européennes. Et puis, il faut s'attaquer au fait que, disons, l'économie allemande, avec son exportation,
il y a un déséquilibre et il faut corriger ce déséquilibre. Donc, il faut que les salaires augmentent en Allemagne pour rétablir un certain équilibre. Alors, on va y venir. Je voudrais vous faire commenter également un élément avec un petit extrait qu'on va entendre tout de suite. C'est Dominique Strauss-Kahn, vous le savez bien entendu, qui était en Chine un peu plus tôt, qui a donné une sorte de leçon d'économie et Nicolas Sarkozy n'a pas été épargné. Il est absolument nécessaire pour les Allemands et les Français de travailler ensemble. Le problème est qu'ils n'ont pas exactement la même vision des choses et je ne suis pas sûr que Mme Merkel et M. Sarkozy se comprennent et c'est probablement une des raisons pour lesquelles l'Europe a du mal à avancer. Vous êtes d'accord avec ce que dit Dominique Strauss-Kahn? C'est-à-dire que tout le monde sait, et d'ailleurs si les journalistes avaient été un peu perspicaces, il y a eu une scène à Marseille où Nicolas Sarkozy était très très énergique face à Angela Merkel et les conseillers les ont poussés dans une petite salle pour que ça ne soit pas en public. Que ce soit off. Mais donc, il y a le fait que c'est vrai que l'obsession allemande à ne voir comme raison de la crise que le problème de stabilité et que, en fait, Nicolas Sarkozy, encore cet été, disait les eurobonds, c'est une solution. Alors, aujourd'hui, la France n'a pas la capacité d'imposer quoi que ce soit visiblement à l'Allemagne. C'est là où je voulais vous amener, parce que vous l'avez dit, je crois, j'ai lu ça dans la presse, vous avez dit, Nicolas Sarkozy, il est un peu comme un petit garçon face à Angela Merkel. Oui, parce qu'à partir du moment où l'économie française a des problèmes comparés disons, beaucoup plus important que l'économie allemande, il n'a pas la capacité aujourd'hui, par l'économie française, d'avancer. Au lieu de choisir maintenant un véritable espace européen, il croit que c'est en collant à l'Allemagne, mais en ne prenant à l'Allemagne que ce qui lui plaît, et ce qui lui plaît pas, par exemple, on pourrait discuiter du nucléaire et de la sortie du nucléaire, où là, Nicolas Sarkozy, il collerait pas à l'Allemagne. Donc, je crois qu'il faut vraiment que l'espace européen se prononce et que remettre l'Allemagne un peu sur une autre voie parce qu'elle est idéologiquement bloquée en ce moment. Il y a l'histoire allemande, la peur de la récession, etc. Mais je crois que c'est une mauvaise analyse. Et si vous voyez, il y a 80 à 90% des économistes qui disent aujourd'hui que la position allemande, simplement de rassurer l'économie par la stabilité, moi je suis pour le frein à l'endettement. Donc c'est pas ça mon problème. Mais je dis ça ne suffit pas. Il y a 3 jambes. Et si on n'en a qu'une, on n'avance pas. D'accord. Vous avez vu Dominique Strauss-Kahn comme nous, son retour sur la scène publique. Qu'est-ce que vous en dites? C'est complètement égal. Vous avez quand même un avis? Mais non, j'ai pas des avis sur tout, moi. Ah bah si, vous avez un avis sur tout. Non, mais pas sur Dominique Strauss-Kahn. Ni un avis sur ceci, ni un avis sur cela, bon, il a envie de faire une conférence en Chine, il dit des choses. Alors il dit. Ça pourrait être une espèce d'émissaire de François Hollande qui va en Chine pour commencer un petit peu. Non, je crois pas. Je crois pas que. Non, Dominique Strauss-Kahn est un émissaire de Dominique Strauss-Kahn. C'est un missile de Dominique Strauss-Kahn. C'est un homme qui se débat avec Dominique Strauss-Kahn et chacun vit sa vie. Alors, venons-en à Europe Écologie Les Verts. Hier, il y avait donc cette espèce de réunion pour adouber Eva Joly, officiellement, le programme également. Et il y a 2 propositions que je voulais vous faire commenter, si vous êtes d'accord. D'abord, cette proposition du travail à 32 heures, du travail à 32 heures en moyenne. Marine Le Pen, d'ailleurs, n'a pas manqué de commenter. Elle a parlé d'un gag, ni plus ni moins. Les écolos, apparemment, et d'ailleurs, Jean-Vincent Placé l'a dit, n'ont jamais cru à un productivisme, d'accord, mais là, quand même, 32 heures. Moi, je crois que, disons, la philosophie de réduction du temps de travail est quelque chose que l'on peut défendre. Seulement, dans la situation actuelle, c'est inaudible, et pas très réaliste. Moi, si on m'avait demandé mon avis, mais vous savez, Europe Écologie ne me demande pas tellement mon avis. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais dit, si on allonge le temps de travail, parce qu'on va travailler 42, 43 ans, il faut, pour les gens d'un certain âge, réduire le temps de travail. Si vous avez 63 ans, si vous avez, de venir à la semaine de 32 heures et peut-être moins, ça a une justification. On ne peut pas, parce que c'est vrai qu'on vit plus longtemps, mais quand même, la dégradation physique, elle reste. Hein. Et quand on a 30 ans, je ne crois pas qu'on puisse travailler
quand on a 60 ans dans les mêmes 63 proportions ans, qu'à 30 ans. voilà. Alors moi, j'aurais mis, pour commencer cette philosophie de réduction du temps de travail, d'arriver à une réduction du temps de travail pour les gens les plus âgés, donc à partir d'un certain âge. Ça, je trouve que c'est un débat intelligent et qui serait intelligent de mettre dans le débat sur les retraites. Alors, vous dites que Europe Écologie Les Verts ne vous demande pas tellement votre avis. Moi, je m'interroge du coup. Avec Eva Joly, quelles sont les relations aujourd'hui? Est-ce qu'elle est la candidate des Verts que vous adoubez, que vous allez soutenir? On ne vous voit pas tellement à ses côtés, en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, vous savez, j'ai pas ma philosophie de la vie, c'est pas d'adouber, de ne pas adouber les gens. Mais vous la soutenez alors? Écoutez, 70% des écologistes ont voulu une candidate. Ils ont choisi Eva Joly. Moi, vous savez qu'au début, j'étais pas pour un candidat ou une candidate. Bon, en démocratie, il faut respecter le choix de la grande majorité. Donc vous la soutenez ou pas? Donc je dis maintenant, quand elle me demande, et là, par exemple, quand on a discuté la semaine dernière, j'ai proposé cette initiative qui n'a pas été très bien vue par toute Europe Écologie. Il y en a beaucoup qui ont exactement argumenté comme Mélenchon. Vous savez, il y a une tentation Mélenchon, enfin du mélenchonisme, c'est-à-dire il faut taper dans une campagne électorale. Je trouve ça assez bête. Assez bête, et c'est pas parce que c'est une campagne électorale qu'il faut dire n'importe quoi. Et donc, Eva Joly, après réflexion, a dit « je suis d'accord », et donc, elle a repris la balle au rebond parce qu'on avait discuté ensemble. Donc, à partir du moment, quand Eva Joly a dit « République exemplaire » ou « République des justes », je suis pas d'accord. Moi, les justes, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand elle dit République du bien commun, c'est ce qu'on avait discuté ensemble, je suis d'accord. Bon, alors, donc voilà. Aujourd'hui, vous la voyez arriver au deuxième tour, Eva Joly, vous trouvez qu'elle a du sens dans sa posture de candidate? Je ne vous ai pas dit qu'elle allait arriver au deuxième tour. Je vous pose la question. Non, mais je ne suis pas malade. D'accord. Non, mais enfin, je veux dire, on n'a pas, parce qu'on est en campagne, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Eva Joly représente l'idée d'un projet, mais tout le monde sait qu'entre l'électorat du Parti Socialiste et notre électorat, il y a quand même des vases communicants, et qu'une élection présidentielle, c'est extrêmement difficile pour les écologistes. D'ailleurs, regardez, le meilleur score, c'est Noël Mamère qui a fait 5%, ça ne nous a pas avancé en 2002. Un qui pourrait bien être au deuxième tour, c'est François Bayrou. Quand on voit la progression actuellement dans les sondages, il a peut-être... en tout cas, il a été visionnaire en 2007. Aujourd'hui, il parle de produire en France, de l'éducation. Il avait parlé de la crise. Il a dit acheter français, qui est une bêtise monstrueuse. En 2007, il avait parlé de la crise. Non, mais je veux dire, acheter français, il a dit ça il y a 2 semaines. Ça a été repris par tous les candidats. On revient au Minitel. Parce que là, votre bidule, là, vous allez me dire où est la tâche française. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Qu'il faille mener une politique pour les petites et moyennes entreprises qui produisent et soient capables de se maintenir au niveau du marché européen, ça c'est autre chose. Mais vous vous rendez compte, si les Allemands disaient acheter français, les bagnoles françaises, elles seraient mal parties. Non, je crois que dans une campagne électorale, il y a la tentation du national-présidentialisme. C'est-à-dire qu'on croit, quand je serai président, vous allez voir ce que vous allez voir. On va casser la baraque. Et puis, mais la France, c'est un pays grand, dans une Europe, dans une mondialisation, et il ne faut pas prétendre ce qu'on n'arrivera pas à faire. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV. Dans un instant, on se retrouve pour un nouveau journal avec Pauline.